beaucoup dans les centres-villes médiévaux. Surtout, c'est à Paris que tu arrives très vite quand même de l'école. Oui, bon, nous, c'est déjà, mais de l'école. C'est-à-dire que. Sauf si. Tu veux que je te prenne? Ceux qui prennent des photos nous rejoindront. Alors l'origine, donc, qui était un mélange de pierre et de briques. Parce qu'ici, au tout début du Moyen-Âge, on ne construisait pas en briques, mais on construisait en pierre. Et on peut voir de rares édifices, rares vestiges sur lesquels on retrouve de la pierre. Et donc ça, en général, ça date d'avant le XIIIe siècle. Alors on construisait en pierre parce que c'est le matériau de construction qui avait été privilégié à cette époque. Pardon. Non, on va rentrer par là. Oui, très détaillé sur le fond. Décoré, beaucoup de peinture, beaucoup de sculpture au niveau du cœur. Et donc tous ces travaux vont coûter un petit peu d'argent. Avant de parler de la décoration d'espace qui est créée ici, et c'est vrai qui est bordé des grandes chapelles. Alors à l'origine, le tribut, c'était ce niveau de tribune qui fait le tour de la cathédrale. Il a été créé à partir de la fin du XVe siècle. Sous l'épiscopat de Montpellier d'Amboise est un évêque qui vient des Pays de la Loire, qui vient d'Amboise, et lorsqu'il va arriver ici à partir de 1473, l'iconographie, en général, sur un jugement dernier, on trouve le Christ, juge, et on trouve souvent l'archange Saint-Michel aussi, qui est représenté avec une balance, peser les âmes des défunts. Et ces deux personnages figuraient au centre et ils sont disparus à la fin du XVIIe siècle lorsque cette grande ouverture a été créée. Donc vous imaginez qu'il y avait un moulin à l'origine sur lequel on trouvait la partie centrale de la fresque. Alors on va commencer la lecture par le haut. Donc là vous pouvez voir sur un fond bleu des anges. Il s'agit de l'empereur Charlemagne qui a été représenté ici. Et à gauche de l'empereur Charlemagne, là vous voyez un autre personnage qui est en train de siéger dans des longues trompettes. Voilà, les trompettes du jugement dernier. Et d'ailleurs, au bout de ces trompettes, vous pouvez même voir qu'il y a des phylactères. Des phylactères, donc, sont des parchemins qui sortent de ces trompettes et sur lesquels on va trouver du latin surgique, venite, pour dire de vous venez. Et il faut donc appeler les morts avec ces trompettes et côté gauche, vous pouvez regarder les morts qui vont sortir de terre. Qui représentation, on va trouver des monstres et c'est toujours eux qui vont infliger le châtiment aux pécheurs. Alors ici, il s'agit du châtiment des orgueilleux. Les orgueilleux qui ont été focalisés, centrés sur eux-mêmes pendant leur vie, eh bien, punition, ça va être donc de tourner sur eux-mêmes pour l'éternité, parce qu'une fois qu'ils sont accrochés sur ces roues, on
va les mettre en mouvement. Donc ça a vraiment un lien avec l'orgueil. Et d'ailleurs, on peut remonter même à l'Antiquité, la mythologie grecque, où on trouvait le châtiment d'Ixion, qui déjà tournait lui aussi sur une roue enflammée. Donc il avait été placé là par Zeus parce qu'il avait fait preuve de principe. À côté, là on va trouver le châtiment des envieux. Les envieux qui eux sont plongés dans l'eau froide jusqu'à la taille, leur buste est soumis à des vents très froids aussi. Alors cette punition par le froid, c'est pour glacer la jalousie des envieux. À côté, vous avez le châtiment des coléreux. Les coléreux, eux, sont condamnés à être empalés. Alors, vous pouvez voir, justement, ces coléreux, vous en voyez un qui est allongé sur le ventre, vous voyez ses mains devant lui qui sont attachées, et derrière lui, vous pouvez repérer une marque qui pourrait systématiquement apparaître un animal, un personnage de face, de profil, voilà. On voit toutes ces choses. Et enfin, une des dernières choses qui va être ajoutée dans la cathédrale, c'est l'orgue. 1736 par Christophe Boucheron. Cet orgue, il a subi différentes restaurations, différentes sages jusqu'à aujourd'hui. Donc des tuyaux ont été ajoutés, des claviers aussi. Aujourd'hui, on compte 3600 tuyaux et il y a 5 claviers qui permettent de jouer de cet orgue. Aujourd'hui, il est toujours en fonctionnement. Je l'ai utilisé lors de certaines cérémonies. Et il y a également des concerts d'orgue qui sont donnés dans cette cathédrale. Et aujourd'hui, il a toujours le même son qu'il avait à l'origine, à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'il a été créé. Est-ce qu'il y a des questions? Puisque ce n'est pas les centres d'origine locale, c'est une sainte romaine. Et l'église d'Albi, la cathédrale d'Albi, a pris le vocable de Sainte-Cécile, tout simplement parce que des reliques ont été ramenées ici. Alors les premières auraient été ramenées au VIe siècle, et c'est ce qui aurait valu ce vocable dédié à Sainte-Cécile. Cano Maderno, un sculpteur italien, à la fin du XVIe siècle. Alors ici, cette copie, elle n'est pas réalisée en marbre, c'est pour ça aussi, vous voyez qu'avec sa main droite, elle fait le chiffre 3. Donc pour montrer qu'en plus des 3 coups de hache, elle a agonisé ensuite pendant 3 jours. Est-ce que vous savez de qui elle est la sainte patronne? Les musiciens qui ont créé cette cathédrale. Ah, oui. Si, il a cassé des doigts. Ça passerait pas inaperçu. Alors, est-ce que tout le monde est rentré là-dedans? Vous pouvez vous asseoir, de l'autre côté. Oui, même sur les stalles. Sur les salles, c'est encore mieux. Alors, après la construction du jubé et de la clôture du chœur, cette partie, elle est réservée à l'évêque et aux clercs. D'ailleurs, vous avez au fond du Christ. Mais pas uniquement, puisqu'ici, ceux qui ont réalisé tout cet ensemble sculpté, ce sont des bourguignons. Et donc, la vigne, ça fait partie de la signature des Bourguignons, donc la Bourgogne, qui est déjà un pays de vin. Et donc, les Bourguignons, ils signent souvent de nouveau en face de vous, de l'autre côté. Vous pouvez voir un endroit où la décoration est plus marquée. C'est l'endroit où l'évêque va s'asseoir. Vous voyez qu'il y a comme un baldaquin sculpté. Et entre ces deux pieds, vous pouvez voir apparaître le Christ en majesté. Normalement, quand vous voyez les Christ,
qui apparaît ici au centre de sa molorle. Dans sa main gauche, il tient le livre et vous voyez qu'il est entouré de petits anges. Et vous voyez qu'il est entouré également par 4 symboles qui apparaissent ici un peu comme dans des soleils. Les personnages à l'évaluation, ce sont les 4 docteurs de Carbone. Et si vous descendez encore d'un niveau, là vous voyez un personnage de chaque côté. Vous voyez Adam de ce côté-ci et Ève de l'autre côté, qui contemple ce spectacle, qui contemple le Christ en majesté. Sortez. L'époque où ça a été créé, et d'autres fois c'est des éléments iconographiques qui permettent d'identifier ces personnages. Notamment, bon là, les permettent souvent d'identifier. Bon après, voilà, des fois il y a des moments où même des personnes spécialisées doutent, parce que c'est une représentation un peu visuelle. Donc vous voyez en face de vous, dans la partie axiale, qui fait face à la statue de Sainte-Cécile qu'on observait tout à l'heure, la Vierge de l'Enfant. Elle est entourée par 2 petits anges de chaque côté. Et à gauche, on va trouver Saint Paul, un des 2 fondateurs de l'Église catholique romaine. Et à droite, Saint Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, vous voyez vraiment la différence de couleur. D'ailleurs, vous voyez à l'intérieur du corps la partie qui a été restaurée où la pierre est redevenue toute blanche, et de l'autre côté où elle a gardé ses tons un peu grisés. On voit comment il montait. Je sais pas si on a le droit d'en faire. Cette cathédrale, c'était beaucoup. C'est sur une sépulture. Quoi? Le soleil qui va arriver. Mais tu vois, c'est super, hein? Alors, il y a une... Qui est le palais épiscopal. On a vu que c'est pas les Abernis ici. C'est ça, c'est. Ouais. Alors on s'est dit qu'on allait aller voir. Alors on s'est dit qu'on on va attendre le Oui, si c'est musée pour pour. des par sens. Oui, effectivement. C'est vraiment Le musée de l'Abernis, c'est pas. Mais 1928, on est à l'époque où l'évêque devient seigneur de la ville et où il se fait constituer. T'as vu là? oh là là, c'est grandiose. C'est super. Il manque qui est donc C'est mon ticket, ouais. je leur donnerai moi. Voilà. Lui, c'était un grand dessinateur. À des musées. Donc d'abord, il va proposer ses œuvres au Musée des Beaux-Arts à Paris, puis à Toulouse, mais elles sont jugées trop modernes en fait pour les gens, c'est trop avant-gardiste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les musées à cette époque-là. On est en 1901 et voilà, à certains endroits, on a encore une conception très Beaux-Arts finalement de ce qu'est l'art, très classique. Et donc le musée ouvre ses portes. La petite taille
l'artiste. Vous voyez également qu'il y a un pied ici qui paraît prêt à céder sous son poids. Donc là, il habille vraiment comme un artiste, mais il est représenté en tant qu'artiste, donc habillé la signature. J'ai parlé tout à l'heure de ces deux accidents qui lui arrivent, ça défend court et donc c'était en trace de son grand-père aussi qui était féru de ce sport et également qui a une carrière militaire, donc ce ne sera pas possible, il va se réfugier dans la peinture. La peinture, il n'y arrive pas comme ça, c'est notre activité qu'on pratique beaucoup dans la famille déjà depuis un certain temps. Compensation, voilà. Et ces différentes couches de peinture, elles visent à rendre le modelé de l'animal, sa musculature, en fait, à rendre cette dans la cour, suivre une formation académique, puisque voilà, il a décidé qu'il pouvait consacrer sa vie à la peinture. Il va donc se former pour cela. Alors, du fait de son milieu d'origine, en milieu artistique, il choisit cette formation pour faire des ateliers de peinture. Alors, la vérité de l'âme, c'est du peinture formé. Et là, il va prendre toutes les règles en vigueur dans la peinture classique, les règles de format, un format comme dans ses compositions, avec un éclairage différent, des saisons différentes, et donc on étudie vraiment les variations de la lumière sur le sujet. Et le trait s'inspire vraiment de ce travail ici. Donc on peut voir sa mère assise sur un banc, le paysage derrière qui est vraiment ici à peine esquissé. Et suivi dans les années 1880, début des années 1880, là on commence sa formation. Là vous voyez qu'on n'est plus du tout l'influence de salarié. Alors, le grec va décrire assez peu les estampes japonaises. Les estampes japonaises avaient déjà inspiré des artistes impressionnistes, des abandonnés de Gare. Vêtue d'un costume noir qui contraste avec le rouge du tapis, et également en arrière-plan cette femme avec une robe vert foncé, et le vert est une couleur complémentaire du rouge, puisqu'elle est formée avec les deux autres couleurs primaires. Accepter sa présence et accepter qu'il les représente dans des scènes parfois qui touchent à l'intime. On ne les voit jamais en train de travailler, mais on a toujours communiqué par elle comme il était, et donc il ne portait pas de jugement de valeur non plus sur les femmes qui étaient d'enseigner. Alors ici on est face à un grand tableau qui s'appelle Au Salon de la Rue. Voilà, ça n'est pas l'entretenir gratuitement, donc elle était jetée dehors, un peu livrée à elle-même, voilà, devant trouver. Une transparence magnifique ici. Et si on regarde de près, c'est que de la juxtaposition de la couleur terne. C'est plus du tout classique. Voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est un tellement bel exemple. Je vais filmer en faisant les commentaires.
qu'elle s'était donné son prénom, c'était Louise Weber, et ben, elle est en train de désosser. Le désosser parce qu'il pouvait se contorsionner dans tous les sens et peut un peu amuser la galerie. Alors, on va chercher à simplifier les choses, et l'hôtel le représente dans son costume. Deuxième partie. Présentation de... Comme ça, je vous mettrai sur le DVD. Vous en aurez de bons souvenirs. On va trouver au niveau des poils et ici on ne ressort que sa tête et ses poils. Alors c'est une préparation de l'œil couleur créée par Toulouse-Lautrec. Elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Alors, on avance. Se cacher, donner donc la monnaie au colis. Donc, elle est taillée en V, elle a le large cou. Personnage de bande dessinée là. Elle est réalisée en 1900, année de la mort de l'artiste, à la côté des Cils. Et donc, on va retrouver ici son cousin, qu'on a vu tout à l'heure, qui a présenté face au médecin, qui a revêtu sa robe universitaire. Alors ici, vous pouvez voir que les visages sont laissés un peu flous, ils ne sont pas aussi détaillés que ce qu'on trouve d'habitude chez Lautrec. Et au contraire, les mains du médecin, ici, vont être vraiment beaucoup plus détaillées. On remarque aussi une disproportion entre l'avant-bras et le haut du buste, entre les mains aussi, qui font la même taille que la tête. Et donc l'attention qui se focalise ici sur les mains, sur la feuille sur laquelle il est en train d'écrire pour donner le résultat. Et on se sent un peu comme transposé finalement dans un tribunal, dans un jugement, avec le juge ici. D'ailleurs, vous voyez que la robe, c'est peu de choses près la même, celle que porte le juge, et également la sentence qu'on attend ici avec le résultat. Et ce docteur qui apparaît ici, c'est le docteur Fournier, qui n'était pas présent à la soutenance de son cousin, mais que Lautrec rajoute ici. Et ce docteur était connu pour ses recherches sur la syphilis et l'alcoolisme, qui étaient deux mal dont Toulouse-Lautrec était atteint, parce qu'il avait contracté la syphilis. Également, il a une dépendance à l'alcool qui s'est créée au fil des années, puisqu'il buvait beaucoup, il buvait de l'absinthe, il a même dû être interné en 1899, parce que il était trop dépendant et il fallait qu'il soit sevré, mais il n'a pas réussi à se sevrer, et donc à 37 ans, son organisme est très fatigué et il meurt. Donc aujourd'hui, de l'autre côté. Oh là là. Corps de logis, la tour Saint-Michel, que là on peut observer sur la droite, et puis la tour. Et
arrive ensuite Bernard de Castanet. Bernard de Castanet, c'est celui qui va faire reconstruire la cathédrale en 1282 de cette ville. Et donc il construit cette tour comme un donjon en fait, un donjon carré avec des tourelles d'angle. Alors, donc ici on a un autre point de vue et vous pouvez remarquer en face une aile fluorescente du palais qui a été rajoutée donc à partir de la fin du XVe siècle, c'est l'aile Amboise. C'est une aile construite par Louis Ier d'Amboise. Cet évêque dont je parlais tout à l'heure dans la cathédrale, c'est lui qui avait construit l'ogive, la clôture de chœur et qui avait commandé la fresque du jugement dernier. Donc vous voyez cette toiture en ardoise et également ces larges fenêtres avec un encadrement de pierre. Là c'est Louis Ier d'Amboise et puis cette aile qui va être prolongée au XVIIe par Gaspard d'Ayonville. Alors vous avez vu sur le Tarn, elle est fondée de le 7e siècle puis elle est reconstruite totalement au Xe siècle en style. Ça c'est. Alors ce cloître est ici à proximité de l'église collégiale et il semblerait que ce soit Vitel de Malvézy, le personnage qui a permis d'apporter les fonds pour construire ce cloître, qui aurait été le donateur et sans doute aussi le concepteur de ce cloître. Donc les chanoines s'étaient installés ici, avaient construit pas mal d'édifices autour de l'église collégiale. Et donc quand ils ont voulu construire ce cloître, ils ont dû s'adapter à la topographie des lieux. Quand vous regardez le tracé au sol, vous pouvez voir qu'on n'est pas dans un espace carré qui a été reconstruite ici côté nord du cloître. Donc ça a été fait dans les années 30 pour des questions de conservation, pour mettre à l'abri une pierre ou un élément sur un édifice qui est racolé. Ça, je ne sais pas. Restaurer les maisons de ce quartier. Et donc, la maison du Vieil Albi, ça a vraiment été la figure de proue de ce mouvement. Et de l'Australie, en fait, pour cartographier notamment des îles de l'océan Pacifique. L'Australie avait été découverte peu de temps auparavant par les Anglais. Et donc, il avait pour mission, pour le Royaume de France, voilà, de cartographier cette la demeure. Donc, le devant est situé de l'autre côté sur le boulevard civil, qui est le boulevard où on vous a il y a même une statue de Lautrec. Il a bien la gueule en vrai. Et donc cette maison, elle appartient. L'architecte qui prend le maître d'œuvre. On repart de route. Donc on a prévu la suite. C'est quoi votre sensation discrète? C'était vraiment du vol, la nuit, les piquets la nuit au monastère. Oui, mais c'était pas les bonnes dès le départ. Je plaisante.
Mais non, mais pour l'humour, je suis capable de mettre dans des situations pénibles, je le sais, mais l'humour, c'est l'humour. C'est le propre des humoristes. Les chats sont en bonne santé. Elle les a à la maison. Allez, hop. Oui, oui, Elle doit sa prospérité aux indices, sa notoriété à son architecture. On l'appelle. Vous pourrez voir aussi la halle du XIVe siècle avec... Alors le petit train va faire encore quelques mètres et aller s'arrêter un petit peu plus bas dans le virage à une autre porte. À la porte de la Jeanne qui elle se trouve à votre droite, légèrement devant vous, accès à la cité. Vous passez sous la porte, vous prenez à droite et vous tombez. Ah. Je dis, je sais pas pourquoi j'ai envie. Tous ces villages, ça s'allie qu'avec des artistes par là, on est du monde. Il y a une borne de défense, Tiens, il y a un Français là. oui, ça fait des grands échelons. C'est génial. En train de souffler. Ah, il y a personne. Alors, ça se voit. Rassemblement. J'ai du papier. Approchez-vous. Il remonte au Moyen-Âge, en pleine croisade contre les Albigeois. Durant cette période, de troubles inhérents à la répression des Français du Nord et de l'Église catholique contre les Cathares, accusés d'hérésie, le jeune comte de Toulouse Raymond VII officialise le 4 novembre 1222 dans un acte toujours conservé la fondation de la cité. Considérée comme l'une des premières bastides de la région, Cordes va alors connaître une croissance exceptionnelle grâce au négoce du tissage des... Mais on va y aller parce que... Ah, il y a une belle cour intérieure là. Ouais, c'est vraiment joli. Et ils ont mis une verrière en haut qui protège tout ça. Eh bien oui, regarde. Magnifique. Hein. Ouais. Les arbres qu'il a... C'est jaune. Tu viens la bouteille. Moi je suis venu que pour le vieille vigne. Alors ça va être compliqué. Alors du coup, nous, on est en agriculture biologique depuis 2013. Voilà, on a commencé en 2010, on a eu le label en 2013. Donc tous nos vins sont bio depuis 2013. Donc on a le Prunelard qui est de 2012 et le Grenache tardif de 2012 qui sont encore en conversion. Sinon tout est bio. Ensuite, on fait des blancs secs, blancs rosés, des rouges, des blancs doux et de la méthode Gaillacoz. Donc pour la dégustation du Alors, je viens goûter, ne pas de temps. Alors, je vais faire dans l'ordre. Du coup,
Est-ce qu'il y en a qui veulent goûter l'héritage? Ah ouais. Oui. Ici. La quantité était augmentée cette année. Je joue Quantité et qualité. La table. Tu me connais? Mais moi je crois que Ben non, moi j'ai rien vu. Enfin, tu as regardé ce qu'il y avait sur le... Mais vas-y, moi je sais pas, moi, parce que je vais commander. Ah, tu vas commander? Ouais. J'ai cru que tu les commandais, moi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve de palide. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir. De les retenir. Je l'aime à mourir. C'est ton sourire qui me l'a quitté. Voir l'homme blessé, ce qui murmure avec son regard baissé. C'est de l'amour que j'ai voulu vous donner. L'amour, l'amour, il n'y en aura jamais assez. Ça n'a pris qu'un instant pour les traverser. Je vous laisse à ces quelques visages penchés. Dans chaque cœur, il y a un printemps caché. Vous avez reconnu? Je ne rêve plus. Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon